des expériences évidemment, et puis une certaine vision de la coopération. Je crois qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on a besoin de savoir coopérer. Encore une fois, j'ai pas écrit de thèse, je n'ai pas un parcours universitaire, j'ai un parcours opérationnel de pilote de combat. La coopération, c'est la seule chose qui m'a permis de durer. Moi en tant que personne, et puis moi en tant que personne au sein d'un groupe. Alors je sais que je m'adresse à des dirigeants, petites ou moyennes entreprises, peut-être des cadres, des gens qui sont indépendants. On peut être tenté de se dire quel est le lien entre un pilote de porte-avions et moi ou nous. Mais en fait, les leviers, les rouages sont identiques. Qu'on soit sur un porte-avions en opération ou dans un bureau à travailler en équipe, les rouages sont exactement les mêmes. Ce sont ceux de la coopération, ceux du travail en équipe. Comme on n'apprend jamais mieux que par soi-même, ce que je vous propose, c'est de... Alors il n'y a pas le son, vous l'aurez compris, hein, les aléas du direct. C'est pas très grave, il y avait une bande son un peu immersive. Bonjour. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre ma place aujourd'hui. C'est vous, les pilotes de combat. C'est vous, les pilotes de Rafale, sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ça me permet d'introduire la thématique, vous l'aurez compris. Alors prenez ma place. Serrez bien votre pantalon anti-G, hein, votre gilet de combat, mettez votre casque. Vous vous retrouvez au-dessus du territoire ennemi. Tout seul. Ou toute seule. Alors vous allez voir qu'on n'est jamais seul en fait. En tout cas, c'est l'impression que vous en avez initialement. Je suis seul ou toute seule dans mon Rafale monoplace au-dessus du territoire ennemi. Votre mission du jour, elle est simple, en tout cas sur le papier, c'est celle d'assurer un appui-feu au profit de forces terrestres. En l'occurrence, des commandos canadiens. Alors c'est une histoire vécue. Hein. J'ai fait ce choix-là et je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de morbide, il n'y a pas de sanglant, c'est pas l'objet de ce moment partagé. Mais encore une fois, c'est vous qui êtes à ma place. Donc, vous êtes dans l'avion, au-dessus d'un territoire que je nommerai pas, et je vous donne pas l'année, peu importe, c'est hostile. Et en bas, il y a des gars qui avancent, qui progressent dans cet environnement-là. Ils sont une douzaine de forces spéciales, et votre mission, encore une fois, j'ai dit qu'elle était simple sur le papier, c'est d'assurer un appui-feu, c'est-à-dire, en cas de besoin, si les troupes sont prises à partie, d'intervenir, potentiellement en utilisant les armes que vous avez à bord de votre avion. C'est votre première mission de combat, la toute première. Alors je vous laisse imaginer l'état émotionnel dans lequel vous êtes. En fait, on n'est jamais seul. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez un leader. Le chef de la patrouille, c'est un vol à 2 avions. Lui, c'est le commandant de la flottille, il est très expérimenté. Il est là pour vous, il vous accompagne. Il va faire en sorte que votre première expérience du combat, votre baptême du feu, se passe bien. Son émission qui dure plusieurs heures, et au bout de 3-4 heures, finalement, il ne s'est rien passé. Tant mieux. Vous êtes ravis. C'est une première expérience en douceur. Ça se passe tellement bien que votre leader décide d'aller ravitailler seul, et il vous laisse à assurer, à poursuivre le soutien des commandos au sol. Comment ça marche un peu plus précisément? Les commandos progressent et vous avez plein de capteurs dans l'avion, des espèces de caméras qui vous permettent de zoomer sur le terrain et de voir devant le chemin et puis de renseigner les commandos avec qui vous êtes en liaison radio. Donc les liaisons radio sont calmes. Les commandos avancent à pied, tranquillement, si je puis dire. Votre leader est parti ravitailler un vol. Ah oui, les avions de combat n'ont pas beaucoup d'autonomie, donc il y a plusieurs ravitaillements en vol. On refait le plein de l'avion. Et vous êtes tout seul ou toute seule. Votre leader vient de partir. Vous êtes un petit peu, comment dirais-je, non pas ému, mais vous savez que c'est votre moment, quoi. Hein. Je parlais de baptême du feu, je crois que c'est le terme consacré. Et vous me voyez venir. Là où tout est calme, là où tout était calme depuis 2, 3, 4 heures, eh bien d'un coup d'un seul, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, les commandos se font attaquer, ça sort de partout. Je vous ai parlé de 12 commandos
canadiens, pardon. Et là, il y a une centaine d'assaillants à pied qui sortent de nulle part. C'est leur territoire, c'est leur terrain, ils le maîtrisent. Donc l'embuscade, elle est parfaite. L'effet de surprise est total, à la fois pour les commandos et puis pour vous aussi. Le commando avec qui vous êtes en liaison radio vous demande d'effectuer un tir pour venir les sauver. Ils sont sous le feu ennemi, vraiment débordés. Je vous passe la partie technique, mais c'est bien la personne au sol qui autorise la frappe, qui donne des coordonnées à l'avion. Vous rentrez les coordonnées dans votre système, vous êtes entraîné pour ça. Même si les émotions sont très fortes, vos doigts vont assez vite en cabine. Le problème, c'est que quand vous ouvrez votre visée laser, ça s'ouvre, l'écran, l'image, sur la position des commandos, amis. Alors vous dites, quelle erreur. Dans le moment, il s'est trompé et il a donné les coordonnées du commando. Et en fait, après lui avoir dit qu'il s'est trompé, il vous confirme les coordonnées. Il veut cette frappe sur sa position. L'ennemi est tellement proche qu'il prend le risque que vous touchiez avec votre tir de munitions peut-être des commandos amis. C'est votre première mission de combat. Vous êtes tout seul, toute seule. Votre leader est à une dizaine de minutes de vol de votre position et on vous demande de frapper sur une position ami-ennemi. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Alors c'est là que la bande-son devait intervenir. Une petite mise en situation, imaginez les choses, ça crie à la radio, vous entendez les armes automatiques qui crachent leurs munitions, on vous implore. C'est maintenant, il faut tirer maintenant, c'est ce que vous demandent les Canadiens. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le risque, vous ne tirez pas. Alors, on n'est pas très nombreux, on est entre nous là, qui tire? Alors qui ne tire pas? Et qui ne sait pas? Allons plus loin. Il y a d'autres solutions que le tir. On peut faire ce qu'on appelle dans notre jargon un show of force, c'est-à-dire qu'on descend sur la position ennemie très bas, très vite pour faire peur. Ça marche assez bien. Pas toujours, mais ça peut marcher. Sauf que, vous savez, vous connaissez la loi de l'emmerdement maximum. Hein. Ce matin-là, on vous a dit, l'état-major vous a dit, surtout, vous ne descendez pas aujourd'hui en basse altitude parce que, malheureusement, un de vos camarades, quelques jours auparavant, s'est fait abattre. L'avion a été touché. Les pilotes, c'était un biplace, se sont éjectés, sains et saufs, récupérés. Mais l'état-major a dit, pas de show of force, vous ne descendez pas. Donc, dilemme, est-ce que je tire? Est-ce que vous tirez? Est-ce que vous ne tirez pas? Est-ce que je transgresse la règle qu'on m'a donnée, ou l'interdiction, et je descends quand même, faire mon show of force? Est-ce que j'attends mon leader? J'ai choisi de descendre, j'ai choisi de faire le show of force. Je n'ai réussi cette manœuvre que parce que les commandos et moi avons pu coopérer le temps de cette manœuvre. Je vais vous expliquer comment. C'est le fil rouge de cette conférence aujourd'hui. La coopération que je nomme de haute intensité. Elle n'est pas liée à l'environnement de haute intensité, elle est liée aux liens très forts qui vont nous unir le temps de cette coopération. Oui, j'ai transgressé une règle, celle de l'interdiction de descendre, parce que je n'avais pas d'autre choix. Parce que j'étais responsable, co-responsable en tout cas de ce qui était en train de se jouer. Je ne pouvais pas attendre, les regarder se débrouiller tout seul. Je ne pouvais pas attendre mon leader non plus, qui était à plusieurs minutes de ma position. Donc j'ai choisi de les aider, en descendant, en transgressant une règle, parce que je me sentais co-responsable de ce qui était en train de se jouer. Par contre, je ne l'ai pas fait n'importe comment. Je connaissais ce risque du tir solaire potentiel. J'ai demandé aux commandos, à leur tour, au moment du survol, de m'aider, d'intensifier leur tir pour me protéger dans cette manœuvre. La mission, c'était à moi de les protéger. Mais je leur ai demandé, dans la mission, de me protéger à mon tour. Co-responsabilité, co-protection, et parce qu'on a su échanger rapidement à la radio les informations clés de cette manœuvre, eh bien nous avons réussi à co-construire cette manœuvre. Et elle a fonctionné.
co-responsabilité, coprotection, co-construction. Ça, c'est la coopération, comme je la vois moi. Ce sont les 3 valeurs qui sont à la base de la coopération au sens large. Ces gens-là ne sont pas dans mon équipe à proprement parler. Je ne les connais pas. Mais parce que nous avons des valeurs partagées, communes, nous avons réussi à arriver à nos fins, c'est-à-dire à faire en sorte qu'eux s'extraient de cet environnement, que des Navy Seals viennent les récupérer, etc. etc. Pas de morts, que des blessés, voilà. Donc plutôt un succès. Mais comment on arrive à ça? Je peux vous assurer que quand à la radio ça a été il faut tirer, moi je me suis figé. Je me suis figé. Les émotions étaient tellement fortes, le stress intense. On est préparé, mais jusqu'à quel point? Comment imaginer une telle situation? Première mission de combat. Construire la coopération dite de haute intensité, mais la coopération de manière générale, eh bien, ça nécessite, et c'est l'objet de mon propos aujourd'hui, plusieurs piliers que je vous présente maintenant. Alors, on a la radio. Bon, voilà l'ambiance. On n'est pas dans un bureau, certes, là. Vous entendez, hein? Les alarmes de l'avion, les cris. Ça urge, quoi, comme on dit. Mais ça, c'est notre monde. Et vous y êtes confrontés aussi. Tout est immédiat, tout est urgent aujourd'hui. Les enjeux sont importants. Alors là, il y a des vies en jeu, mais ça peut être des enjeux financiers ou des choses très impactantes pour votre activité. Donc, en ça, les rouages sont identiques. Les piliers sur lesquels s'appuie la coopération, comme je la conçois, encore une fois, c'est une vision que je vous partage, sont ceux-là. Conscience, confiance, communication, envie, énergie, enseignement. Je vous ai dit que j'étais complètement sidéré. Quand l'ordre de tir a été donné, sidéré. Moi, je suis très honnête avec vous. Je ne suis pas un surhomme. On est très entraîné. Et pour autant, l'ordre arrive, bam. Je peux vous garantir que le premier truc, c'est merde, pourquoi moi, quoi? Pourquoi aujourd'hui? Première mission, vache, quoi. Bah, c'est comme ça. Comment on passe outre ce stress, ces émotions fortes? Vous en vivez aussi, on en vit tous, c'est humain. Comment on fait avec ça? J'ai créé cet outil, Scan. Alors je l'ai écrit en anglais parce que je trouve que c'est cool, mais je vais le dire en français quand même. Signal, cause, action et next. J'ai créé cet outil-là il y a quelques années parce qu'il y a des pilotes du groupe aérien embarqué, auquel j'appartiens, qui avaient quelques difficultés dans la machine, dans l'avion, dans le Rafale, pour gérer toutes les informations qui sont proposées aux pilotes. Alors juste pour vous vulgariser la chose, très rapidement, un Rafale, c'est 5 écrans tactiles à 5 iPads. Et sur certains de ces iPads, il y a des dizaines d'informations. L'avion sait tout faire, il est dit omnirole, il peut faire plusieurs choses en même temps. Le bonhomme ou la femme qui sont dedans, non. On est d'accord avec ça, hein? On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, hein? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, non? Pas trop? Bon, ben moi je vous le garantis sur facture, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Et on a eu des pilotes qui se retrouvaient confrontés à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec tout ce système, finalement, qui me dépasse? La problématique était... Alors, elle était en fil rouge, mais c'était aussi d'être en mesure, avec tout ça, avec tout ce qui se passe dans l'avion, c'est pour ça que je vous ai parlé de cette première expérience du combat, c'était de pouvoir faire avec son stress, avec les émotions inhérentes à l'activité professionnelle. Voilà ce que j'ai proposé à mes stagiaires. Je leur ai dit, vous savez scanner vos instruments, vous êtes entraînés à ça, on le fait tous les jours, donc scanner, c'est-à-dire observer, analyser ce qui se passe sur les instruments, traiter l'information. Alors, vous savez, plus ou moins bien, mais c'est en tout cas ce vers quoi on tend. Et bien maintenant, vous allez scanner aussi cet écran-là, le 6e. Vous allez être lucide, clairvoyant sur ce qui se passe. Alors je leur cite souvent, comme je vous l'ai fait à vous, pour vous, ma première expérience du combat, pour leur dire,
on ne choisira pas le moment. Il y a un moment, ça va être tellement fort, ça a ce côté sidérant, hein, mais qu'il faudra finalement quand même faire avec. Donc, le signal, c'est quoi? Le signal, c'est traiter cette boule au ventre, traiter cette apathie. Ça peut être indirect, hein, traiter l'apathie d'un collaborateur. Tiens, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Ça peut être des pensées, ça peut être plein de choses. C'est se mettre un peu à l'écoute de notre corps. Voilà, rapidement, il faut que ça soit rapide, on n'y passe pas des heures pour arriver à la cause. Qu'est-ce qui cause ça en moi? Pourquoi je leur dis ça? Parce que, et je vous le dis aujourd'hui, c'est que souvent les gens, en tout cas, peuvent s'en vouloir d'être comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu des jeunes pilotes me dire « Putain, j'ai un peu la trouille. Pourquoi j'ai la trouille? Je ne devrais pas avoir la trouille. » C'est normal, en fait, d'avoir la trouille de temps en temps. Toutes les premières fois foutent un peu les jetons. Donc ça, cette boule au ventre, cette peur, cette angoisse naissante, c'est le signal. La cause, je ne sais pas, la cause, ça peut être un nouveau contrat, un produit à développer, une équipe à redresser, parce que voilà, il y a des dysfonctionnements, ça peut être plein de choses. Mais une fois que cette cause est analysée, on ne s'arrête pas là. On poursuit, action et next. L'action, c'est très simple. C'est est-ce que j'ai la main ou n'ai-je pas la main sur ce que je viens d'identifier? Plus simplement, qu'est-ce qui mérite toute mon attention et qu'est-ce que je vais mettre sur le côté? Toutes ces choses qu'on rumine, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on a des pensées des fois qui sont là, lancinantes, qui tournent. Ai-je la main? N'ai-je pas la main? Si j'ai pas la main, je mets ça de côté. J'accepte le fait que, oui, aujourd'hui je suis stressé, oui, je suis traversé par plein d'émotions, comme tout le monde, c'est normal, j'accepte ces choses-là, et je me concentre sur ce sur quoi j'ai la main. Si on revient à mon exemple initial, les commandos demandent une frappe, pourquoi moi, pourquoi aujourd'hui? Bon, il faut assez vite passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que, est-ce que j'ai la main sur la situation? Non, ça se passe en bas. Est-ce que j'ai la main sur ce que je suis en train de vivre au fond de moi? Oui et non. Les émotions sont ce qu'elles sont, je les accepte et je passe à autre chose. Et c'est le next. Le next, c'est une fois que j'ai compris tout ça, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine action? On peut prendre un exemple plus terre à terre. Vous avez un collègue, ou vous-même, allez, vous-même, très simple. Vous arrivez au travail avec, je ne sais pas, on va reprendre l'exemple de la boule au ventre. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette boule au ventre? Eh bien, c'est peut-être parce que mon grand enfant est amené à aller faire ses études très loin, à l'étranger, et c'est ça finalement qui tourne ici, en boucle. Pourquoi je vous prends cet exemple-là? Il peut sembler trivial, très terre à terre, et pourtant c'est notre histoire tous les jours. On arrive au travail avec notre histoire, avec nos petites valises, et je peux vous garantir, vous en doutez sûrement aussi, vous l'avez vécu, qu'on ne laisse pas ces problèmes au vestiaire. Je dis ça parce que quand j'étais plus jeune, on m'a dit « tu laisses tes problèmes au pied de l'avion ». C'est impossible, c'est impossible. Je traite mon signal. L'action, si c'est votre enfant qui doit aller à l'étranger et que ça ne vous rassure pas, sera peut-être de prendre rendez-vous avec d'autres étudiants qui ont déjà vécu la chose, d'y emmener votre enfant, d'échanger avec eux pour vous rassurer, pour comprendre ce qu'il attend. Le next, c'est de prendre rendez-vous, d'appeler l'école, que sais-je. Très simple, mais quand c'est fait en boucle courte, de manière régulière sur tous ces mots qui nous accompagnent au quotidien, eh bien, on arrive à rester lucide, on arrive à rester clairvoyant, on arrive à être dans l'action. Car quand on est mis sur le côté, parce qu'on est embarqué par nos pensées, par exemple, on n'est plus en mesure de coopérer. C'est pour ça que c'est le premier pilier de la coopération, à mon sens, le fait de rester conscient. Le deuxième pilier, la confiance. Là, je pense que vous êtes d'accord pour dire que la confiance est au cœur du sujet, dans nos vies respectives, dans le travail en équipe, dans la démarche de coopération. Mais la confiance, ça se construit.
je ne crois pas que ça se décrète. Je ne crois pas qu'on puisse dire à son équipe ou à ses collaborateurs ou à son conjoint maintenant on se fait confiance, quoi. Ça ne se décrète pas. Ça se construit pas à pas. Et puis surtout, ça fait appel à l'autre. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont une forme d'assurance marquée ou une grande confiance en eux. Moi, ce n'était pas mon cas. Quand j'ai démarré dans mon univers de pilote de chasse, la confiance en soi, c'est pas évident. Je trouve que c'est... On croise des gens, des fois, qui sont très sûrs d'eux. Des fois, ça n'est qu'une façade, d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas ressenti ça. Cette confiance, elle est mise à rude épreuve, quoi. On doute. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis au niveau ? Etc., etc. La démarche que j'ai eue, j'ai un petit peu inversé le problème, c'est que j'ai choisi de faire confiance aux autres, parce qu'ils me le proposaient aussi, mais de faire confiance aux autres pour réussir à gagner confiance en moi. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais le dire différemment, c'est-à-dire que on évolue dans un système, dans un environnement, quel qu'il soit, professionnel, personnel, et avant de s'interroger sur ce dont on est capable, ce qu'on peut faire, pas faire, et de résoudre les doutes éventuels, eh bien, on peut choisir d'être cet élément du système qui va avancer avec les autres. Et faire confiance aux autres, si ça fait écho, eh bien, ça vous construit cette confiance nécessaire à l'activité. On parle de cercle de confiance, on parle de plein de choses. Pour moi, c'est un triangle, ok. Le triangle de la confiance, suppléance, conseil, protection. Pour l'illustrer, je vous prends un cas. En 2017, j'ai eu un problème physiologique, j'ai eu un problème d'oreille interne, j'ai perdu le sens de l'équilibre dans l'avion, dans le Rafale. Donc c'était problématique, je ne le cache pas, pour ramener l'avion déjà initialement. Donc j'ai réussi à me poser après, victime de cette chose-là. Hein. Donc les troubles vestibulaires, c'est violent. Je ne sais pas si dans votre entourage vous avez rencontré des gens qui ont vécu ça, mais pour vous la faire très simple, quand j'étais à la plage, j'avais l'impression d'être sur le dos, quoi. L'oreille interne était complètement perdue. J'ai perdu mon aptitude à voler pendant plusieurs mois. Assez difficile. Et pour autant, j'étais au sein d'un groupe fort qui m'a rassuré. Et pour autant, vous êtes le seul à vivre le truc, quoi. Donc j'ai réussi, au travers de beaucoup de kinés vestibulaires, à remonter dans l'avion. Mais je suis remonté dans l'avion avec une épée de Damoclès. C'est-à-dire que le médecin m'a dit, on a réussi peut-être, on ne sait pas trop. L'oreille interne, c'est compliqué. Hein. Mais le problème, c'est que si ça t'arrive à nouveau, là, tu perdras sûrement ton aptitude à vie, donc ton métier, quoi. Bon, je vous laisse imaginer le moment. Hein. C'est pas très agréable. Je pensais avoir été soigné, et ça s'est reproduit. J'ai eu à nouveau des problèmes en vol, aussi forts que la première fois, au-dessus de l'Atlantique d'ailleurs. On convoyait des avions, des Rafales aux États-Unis pour travailler avec les Américains. Ça s'est reproduit. A priori, c'était lié aussi au stress et à la fatigue. Peu importe, ça s'est reproduit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne savais pas trop quoi faire au début. Je suis descendu de l'avion. D'abord, j'ai gardé les choses pour moi. J'aurais pas dû. Je me suis dit, ça ira mieux demain, vous voyez. On se dit ça des fois. Le lendemain, ça allait pas mieux. Alors, pas du tout. C'est-à-dire que même sur le plancher des vaches, les vertiges étaient là. Je pouvais décemment pas monter dans l'avion. J'ai activé mon triangle de confiance. Je suis allé voir mon adjoint, mon suppléant. Je lui ai dit, est-ce que tu peux prendre les dossiers urgents là, parce que j'ai un empêchement. Il a fait. Voilà, aussi qualifié que moi, il a pris les dossiers sans poser trop de questions. On est là les uns pour les autres. Je suis allé voir ensuite mon conseiller. Mon conseiller, c'est un autre pilote de la flottille qui est responsable de la sécurité des vols. Lui, je lui ai dit, je suis très nauséeux. J'ai toujours pas avoué que j'ai à nouveau mes troubles. Je suis très nauséeux aujourd'hui, je crois que je ne vais pas pouvoir voler. Ok, je prends ta place.
On a terminé le convoyage, parce que quand c'est arrivé, c'était aux Açores, il fallait aller jusqu'en Virginie, aux États-Unis. On a terminé ce vol, je suis monté dans l'avion ravitailleur, j'ai pas tenu le manche. Et arrivé aux États-Unis, je suis allé voir mon commandant, mon protecteur. Et je lui ai dit, là, il m'arrive un truc terrible. Et je lui ai tout dit. Et parce qu'il est chef, je l'ai mis devant ses devoirs. Je lui ai dit, t'as le choix, soit t'en parles au médecin, soit t'en parles pas. Si t'en parles pas, c'est que tu me fais suffisamment confiance pour que j'essaie de remonter petit à petit dans la machine, que je me repose, que je fasse du sport, que je prenne soin de moi, que j'ai une hygiène de vie irréprochable, etc., pour essayer d'y arriver, peut-être. Et il a joué ce rôle de protecteur. Donc, maintenant, ça date un peu, il y a prescription. Il n'y a pas de médecin dans la salle, si? Non. Les médecins l'ont jamais su. Et j'ai plus jamais eu de trouble. Ça a pris 2 mois, le temps que je fasse de la sophro, que je fasse... je m'hydrate comme il faut, etc., etc. Je vous passe les détails, mais 2 mois pour réussir à retrouver cette stabilité. Je dis pas que c'est bien ce que j'ai fait. Je dis juste que ce triangle de confiance m'a permis de rester pilote de chasse pendant encore plusieurs années. Sans ça, sans ces 3 personnes-là, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. En tout cas, pas à vous raconter cette histoire-là. Donc, conscience, lucide, clairvoyant, avoir un réseau proche, ce triangle de confiance autour de vous, dessinez-le. Quel est votre triangle de confiance? Posez-vous la question. Ce n'est pas forcément dans l'univers pro. Ça peut être des gens à l'extérieur. Il peut y avoir une personne qui a plusieurs rôles aussi. Moi, ça m'a sauvé. Je regarde ma montre. Conscience, confiance, communication. Alors la communication, pareil, j'enfonce des portes ouvertes. Oui, bien communiquer, c'est pouvoir coopérer, on est d'accord. Je pense que c'est jamais fait jusqu'au bout. Alors je l'ai dessiné comme ça, c'est une forme d'escargot pour moi. D'ailleurs, j'ai appelé ça la communication aux coquilles d'escargot. C'est bêta, mais je suis sûr que ça restera dans votre esprit. Construction, communication, extension. Déjà, mon premier conseil, quand vous avez à parler à une équipe ou à un collaborateur proche, à un client, un prospect, que sais-je, construisez bien votre com. Sachez ce que vous visez. Ayez conscience des menaces potentielles qui pourraient nuire à votre communication. Définissez un plan. Et ensuite, communiquez comme vous l'avez prévu. Restez fidèle au plan, dans le fond et dans la forme. Et enfin, et c'est ça le point qui m'intéresse, c'est pour ça que ça fait ça, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui mérite, maintenant que j'ai interagi avec mon client, mon prospect, mon collaborateur, mon chef, de cette interaction de communication, qu'est-ce qui mérite d'être partagé? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut élargir à notre communauté, à notre entreprise, à notre environnement professionnel? Souvent, c'est pas fait, ça. Souvent, c'est pas fait. Dans mon métier, j'ai côtoyé un peu le monde de l'industrie et j'ai vu un fonctionnement par silo. J'ai vu des équipes de spécialistes, d'experts développer des systèmes sans savoir où ce système s'insérait dans le grand système. C'est ça l'extension. C'est ce qu'on est en train de faire, comment ça va, ou de se dire, comment est-ce que ça peut influencer notre environnement proche. Je vais reprendre un exemple pour essayer d'éclairer ça. Vous allez vous dire, il n'a que des emmerdes, ce gars. En 2007, j'ai fait un malaise en vol, hyperthermique. Un accident tous les 10 ans, ça va, hein, c'est pas trop. Mais malaise hyperthermique. Alors pas dans un Rafale, dans un super étendard. Jeune pilote, fringant, qui se croyait invincible. Je fais un premier vol en Afrique, climat difficile, très chaud, depuis le porte-avions. L'environnement porte-avions est exigeant, hein. C'est encore plus chaud parce que les moteurs, le rayonnement du pont, etc.
Première mission du matin qui se passe bien. Je rentre exténué de ce premier vol de formation. Et on me propose de partir sur un deuxième vol. Ça se passe bien. On n'est plus que 2 dans ma promotion, mais ça se passe bien. Donc la hiérarchie pousse pour essayer de me donner des qualifications tactiques. Et je dis oui. Je dis oui, ok, on part pour un deuxième vol. Bon, j'aurais pas dû dire oui, parce qu'au bout de 10 minutes, je suis complètement rincé. Et en fait, je suis en train de faire un malaise hyperthermique. Et comme on se dit tout aujourd'hui, j'ai pas osé le dire. J'ai pas osé le dire. Je me suis accroché, coûte que coûte, vaille que vaille, pour leur montrer quoi, que j'étais fort. Et j'ai failli me cracher, quoi. Parce que je n'ai pas su mettre ça en place. Je n'ai pas su dire. Je ne savais pas comment le dire, d'ailleurs. Il se trouve que mon leader a vu que ça allait pas. Donc il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que j'avais trop chaud. Mais trop chaud à un point qu'en fait, j'avais plus rien à... mon corps n'avait plus rien à transpirer, donc la température ne faisait que monter. Ça, je l'ai su qu'après. Et lui, il a mis ça en place. De cette interaction au niveau de la corne de l'Afrique, par un climat terrible, lui, il s'est dit, quelle est l'extension de ce qu'on est en train de vivre là, de ce qu'on est en train de se dire? Qu'est-ce que t'as? J'ai trop chaud. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Allô, le porte-avions. Voilà ce qui se passe. On rentre vers le porte-avions, on écourte la mission, préparer l'appontage. Lui aussi, pris par le truc, il ne se rend pas compte que je ne veux pas pouvoir apponter. Et c'est le porte-avions qui dit « Attends, un pas en arrière, vous savez ?» On a des gens sur le porte-avions, chaque pilote, au moins une fois par semaine, fait directeur des vols. Il ne vole pas, il est là au micro, il est prêt à répondre aux avions qui auraient besoin. Et ce gars, au bout à la radio, dit « Ben non, vous faites pas ça. Vous allez vous poser sur un terrain, à terre donc, ce sera plus facile. » Voilà. Voilà cette extension. Voilà cette notion de qu'est-ce qu'on fait de l'info? Est-ce qu'on la partage ou non? Dans la logique de coopération, ça c'est pas facile, cette lumière dans les yeux. Ce partage est primordial. Des fois on entend le savoir c'est le pouvoir. Ouais, pour les individualistes sûrement. Le savoir partagé c'est le pouvoir. Le savoir partagé c'est le pouvoir. Ça c'est de la coopération. Si on était restés dans notre coin tous les deux là, à se croire les plus forts du monde, encore une fois, je ne serais pas là pour vous parler de cette histoire. Donc la communication, elle est en 3 temps. Et dans votre environnement professionnel, posez-vous toujours la question, après avoir vécu une interaction de communication, quelle qu'elle soit, de qu'est-ce que je fais de cette info? Est-ce qu'elle doit continuer à vivre? Est-ce que je dois l'élargir, la partager? Oui, non. Quels sont les enjeux potentiels? J'essaie de faire ça dans le temps imparti pour qu'on ait un peu de questions-réponses. Je vais accélérer un tout petit peu. Conscience, confiance, communication. C'était les 3 C. Maintenant, on va faire les 3 E. Je vais reprendre l'exemple initial. Co-responsabilité, coprotection, co-construction. C'est exactement les leviers de la coopération. Globalement, c'est comment est-ce qu'on va sortir de notre zone de confort, parce que c'est ça qu'on nous demande au quotidien. D'être créatif, inventif, de se mettre en danger. Et comment on le fait? Est-ce qu'on le fait tout seul? Jamais. Jamais. Si vous devez sortir en tant que coopérateur de votre zone de contrôle, zone de confort, moi je vous conseille de le faire en restant toujours dans vos zones de compétences. Hein. Est-ce que je sais faire? Oui, non. Si je ne sais pas faire, je vais appeler à quelqu'un d'autre. Mais si... C'est l'exemple de tout à l'heure. Le show of force était interdit, mais je l'ai fait quand même, parce que c'est dans ma zone de compétence. Mais si je sors de ce cadre-là, comment je le fais? Je ne le fais jamais seul. Je le fais de manière en équipe, en coopérant avec un autre coopérateur. Si ça, c'est vous qui sortez du cadre, là sont les commandos qui vont aider le temps du survol pour vous protéger. Co-responsabilité, coprotection, co-construction. Ça semble tout à fait évident dit comme ça. Rappelez-le autour de vous. Rappelez aux gens que, quoi qu'il arrive, on sera tous responsables du résultat. Que si on veut aller loin et durer, il va falloir s'aider les uns les autres. Quand je suis rentré dans la marine, dans l'aéronautique navale, on nous a dit le premier jour,
travailler avec les autres. Ne travaillez pas tout seul. Travaillez en équipe. Protégez-vous les uns les autres. Soyez soudés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'était un petit peu antinomique. C'est-à-dire qu'on nous apprend à être le meilleur, à avoir les meilleurs résultats, à viser le podium, comme on dit. Et puis, du jour au lendemain, on vous dit non, c'est pas comme ça. Travaillez ensemble. Aidez l'autre, ça va vous aider vous. Rappelez-le ça, rappelez-le autour de vous, parce que je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est pas du tout bien partagé ça. C'est la notion de backup. Vous sortez du cadre, qui est là en soutien? Qui est là en soutien? On retombe un petit peu sur la notion de triangle de confiance, mais qui va vous épauler pour cette sortie de cadre, et ensuite pour revenir dans le cadre, hein, parce que le but c'est quand même de revenir dans ce qu'on sait faire et dans les règles de l'art. Alors, tac. Je vous enchaîne les piliers, hein, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Parler de coopération en 45 minutes, à cette heure-là, en plus, c'est pas la meilleure heure, avant ou après le repas. Moi, il y a un truc que j'ai à cœur, c'est cette notion d'énergie. En tant que chef de patrouille, je dois gérer mon énergie et je dois gérer celle de mes équipiers. On parle souvent de ressources, de moyens techniques dans mon univers, des avions, ce qu'on met sur les avions, etc., un porte-avions. Mais on parle aussi de ressources humaines, de moyens humains. Et en tant que chef d'équipe, si je puis dire, c'est ce qu'on me demande de gérer le potentiel humain. Je vous ai parlé du Rafale tout à l'heure. Son gros défaut, à part que c'est, au-delà du fait que ce soit un bel avion, mais son gros défaut, c'est qu'au niveau charge cognitive, c'est très exigeant. On l'a dit, hein, les 5 tablettes, etc. Ce sont des avions aujourd'hui qui amènent les opérateurs, les pilotes, aux limites cognitives. Alors j'ai créé ce modèle-là. Encore une fois, les pilotes aiment des choses très simples. Alors je vous propose ce modèle, c'est le vase cognitif. Ça, c'est chacun d'entre nous. On a un vase plus ou moins grand, en fonction de nos capacités intrinsèques, en fonction de notre état en fonction du sommeil qu'on aura eu, de l'hydratation, etc. Est-ce qu'on fait du sport, pas du sport, voilà. Donc, ce vase, finalement, sont nos ressources attentionnelles. Et ce vase, il va être challengé, il va être rempli tous les jours par de la charge cognitive. Alors, je vulgarise. La charge cognitive, elle est soit directe, sont les tâches que nous avons à accomplir, principales, secondaires, annexes, accessoires, que sais-je, et ce qu'on a déjà évoqué un petit peu, la charge cognitive indirecte, les pensées, les émotions, tout ça, ça remplit notre vase. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce vase déborde. Quand ce vase déborde, on est en saturation cognitive. On ne veut pas ça, parce que revenir en arrière, c'est très, très coûteux au niveau énergie, très coûteux. Donc comment on gère en équipe, ou en tout cas, même de manière individuelle, en ayant conscience de ce modèle-là, comment on gère notre énergie? En acceptant qu'on n'est pas... qu'on est faillible, que nous n'avons pas de ressources illimitées, en étant humble par rapport à ça, et en actionnant ce que j'appelle les robinets cognitifs de temps en temps. Le premier robinet, c'est l'acceptation. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce qui se passe, je n'ai pas la main dessus. Est-ce que je pense à ça toute la journée? Est-ce que je rumine ces choses-là? Moi, je vous conseille de ne pas le faire comme ça et d'accepter le fait que vous n'ayez pas la main. Le fait d'accepter qu'on n'a pas la main, ça permet de libérer la parole. Encore une fois, nous ne sommes pas surhumains, donc j'accepte mes limites et je les verbalise. Là, je ne sais plus faire. Qu'est-ce que toi t'en penses? Partagez ça. Acceptation, verbalisation. Vous verrez que ça, déjà, ça descend le niveau de stress, ou en tout cas le niveau de ce vase cognitif. Et derrière, c'est une phase plutôt d'action. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les tâches qui importent vraiment? Et qu'est-ce que je mets de côté, voire je supprime? On a fait cet exercice-là dans les flottilles de chasse, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut supprimer. On est comme toutes les organisations, tous les systèmes.
Il y a des réunions qui sont faites depuis toujours, certaines on ne sait plus pourquoi. Il y a des indicateurs qui sont là, tiens tu me rempliras ça, pour qui, pourquoi, on ne sait plus trop, c'est historique. Faites ça, faites ce bilan-là autour de vous dans votre système. Et vous verrez qu'il y a des choses à supprimer, de la charge cognitive inutile. Enfin, la translation, le terme vaut ce qu'il vaut, mais c'est l'idée du transfert de charge. C'est le savoir dire non. C'est lever la main quand on ne sait plus faire et dire à l'autre, est-ce que toi, tu es en mesure de prendre ou pas? Oui, non. Et si les vases de chacun sont débordants, eh bien, c'est au chef de décider et de réguler. Retenez quoi? Retenez que ce vase, il ne doit pas déborder. C'est une notion de charge versus ressources. Ça n'est que ça. Et en tant que professionnel, quel que soit notre environnement, on gère ça au quotidien. En tout cas, si on veut pouvoir coopérer, continuer à interagir avec les autres et durer. On peut avoir des coups d'éclat sur une journée, tout mettre. Vous ne durez pas. Ça se pilote sur la durée. Le vase doit rester à un niveau acceptable. Alors attention, si le vase est là, il y a un problème aussi. C'est qu'on n'est pas assez... on est en sous-charge. Le 6e pilier, l'enseignement. Le débriefing, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on progresse. Je vois beaucoup de gens qui font l'effort. Qui font l'effort de dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché là? Ça et ça. Ok, on fait plus ça. Ouais, alors ça suffit pas. Ça suffit pas parce que souvent, le défaut de... Vous savez, le truc à la Prévert, là, de lister tout ce qui va pas et d'essayer d'y remédier, ça masque, ce sont souvent des symptômes, ça masque le vrai problème, la cause racine. Faites l'effort quand vous avez un problème à résoudre dans votre vie pro ou perso, de rester factuel, d'accord? On revient à la conscience du début. Je reste lucide sur ce qui s'est passé. Donc je reste factuel dans mon analyse après-match, si je puis dire, de l'événement. Je reste factuel, je dégage des points saillants. Nous, dans mon univers, on ne peut pas se permettre de s'arrêter sur tous les petits détails, on ferait que ça. Donc on dégage les points saillants, ce qui a fait que ça a marché ou pas marché. On les distingue aussi des facteurs aggravants. Il y a des choses qui sont là en plus, qui n'ont pas aidé, mais qu'on n'aura peut-être pas demain. Et de tout ça, on dégage une cause racine. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi? Je vais vous prendre un exemple. Il y a un pilote, assez récemment, je ne donne pas de nom, donc je peux y aller, qui a été dangereux en vol, sur des vols d'entraînement. Il a failli rentrer dans son leader. Donc quand ça arrive, c'est grave, c'est une presque collision. On pose les crayons, on se réunit et on essaie de comprendre pourquoi. Si on fait une analyse avec beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, beaucoup de... je me rappelle aussi de l'accident de machin, le gars, on a envie de dire qu'il n'a pas le niveau et de l'écarter du groupe. Mais quand on fait cette analyse très factuelle, qu'on dégage les points saillants, les facteurs aggravants potentiels, on arrive à la cause racine. Et la cause racine, c'est quoi? C'est que ce pilote, on lui en demandait beaucoup trop. Jeune papa, interruption de vol pendant un certain temps, reprise des vols, et là, il a repris sur un rythme effréné. Ça n'a pas été bien piloté au niveau, justement, des opérations de la flottille. Et il avait un rythme de leader, de chef de patrouille, de gars expérimenté. Là où lui, stagiaire, jeune pilote, n'était pas en mesure d'absorber ça. Et il est allé faire ces erreurs-là. Fatigué aussi de la naissance de son petit, etc., etc. Facteur aggravant, en l'occurrence. La cause racine, elle était systémique. C'est nous qui ne l'avons pas mis dans de bonnes conditions. Notre organisation. Alors, par le débriefing, on fait notre auto-évaluation, si je puis dire, et on corrige le tir. Et on en arrive à, ce gars-là ne fera pas plus de X vols par semaine, parce que c'est bien normal, il ne peut pas emmagasiner plus pour l'instant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au début, la première réaction, c'est « putain, lui, il est dangereux, il dégage ». Bon, c'est souvent plus compliqué que ce qu'on peut voir au prime abord. Le débriefing. Le but étant d'arriver à l'axe d'effort ou l'axe... il
Il y en a qui n'aiment pas le mot effort, mais on peut dire axe de progression, pour que, à l'issue de ce débriefing, chacun reparte avec un outil ou un but à atteindre. Je suis désolé, ça va vite, j'ai l'impression que vous enchaînez les trucs là. Vous pouvez retrouver ça dans mon ouvrage qui vient de paraître chez Duno. Ça s'appelle Les 6 piliers de la coopération. J'aurai le plaisir de vous retrouver au stand Duno si vous avez un peu de temps pour poursuivre les échanges et voire dédicacer mon ouvrage. Je pense qu'on a un tout petit temps de questions. Si vous le souhaitez, je vous écoute si vous avez des questions. Des choses qui n'étaient pas claires peut-être. Oui, madame. Mais bonne question. En gros, est-ce qu'il n'y a que le chef de patrouille qui est en mesure de mettre en place ça? C'est ça? Mais en fait, on est tous en mesure de mettre en place ça. On est tous notre chef de patrouille, si je puis dire. C'est pour ça que je ne parle pas de leadership. C'est pour ça que je ne parle pas d'un terme que je déteste, de followership. Là, je parle de coopération. Parce que finalement, chef de patrouille, équipier, une seule et même équipe. Co-responsable, on se protège les uns les autres et on va essayer de construire une œuvre commune. Si on est tous conscients dans le groupe de ces piliers-là, on va favoriser la dite coopération. Voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Les événements que je vous ai cités, ceux que j'ai vécus, j'étais chef de patrouille. J'étais déjà, moi, alors sauf le coup de chaleur, j'étais jeune, mais le problème d'oreille interne, j'étais le plus capé de la flottille. Il a fallu que j'accepte que j'étais diminué. Il a fallu que j'accepte que les équipiers me voient pas en mesure de faire. Mais parce que tout ça s'est partagé, évoqué, verbalisé, on est tous sur un même pied d'égalité, en fait. Donc, ça répond un peu plus à la question. Merci. D'autres remarques ou questions? C'est critiquable, hein. Vous pouvez y aller, hein, s'il y a des choses qui font pas écho ou... Oui. Moi, je suis intimement convaincu que la hiérarchie est dans le système, hein. Donc, oui, c'est lié. Quand je vous dis que je vais voir mon chef, c'est ma hiérarchie. Quand je lui dis c'est à toi maintenant de jouer ton rôle et de me protéger, c'est le triangle de confiance, hein. C'est la démarche que je fais à ce moment-là. L'armée, c'est très vertical et pour autant, en tout cas dans la marine nationale, dans l'aéronautique navale, je vais y arriver, il y a un commandant et un matelot, le plus jeune matelot sur un même bateau, quoi. Et tous ensemble, il va falloir que ce bateau avance et fasse sa mission. Donc, oui, il y a une hiérarchie. Elle peut paraître très marquée chez nous, et pour autant, parce qu'on va chercher les limites, parce qu'on a des missions exigeantes, on actionne on met en place tous ces piliers. Et c'est une façon de rendre les choses plus transversales dans ce cas-là. Oui, mais qu'on passe d'un rôle à un autre, ça me semble tout à fait normal. Moi-même, je suis dans le triangle de confiance de certaines personnes. Chacun son tour, si je puis dire. Il n'y a pas que ceux qui ont besoin et que ceux qui viennent en aide. Ces rôles-là s'échangent, ne sont pas figés. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vivant, quoi. Oui.
Mais je dirais, je ne sais pas si tout le monde a entendu, comment on fait fi de la vulnérabilité potentielle de ces moments critiques évoqués. Moi, je crois qu'il faut surtout pas ruminer ça, surtout pas en faire un point d'attention, accepter le fait que c'est une situation passagère. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Sur quoi ai-je la main, sur quoi n'ai-je pas la main? Vous posez la question de savoir qui va profiter de cette situation-là. Est-ce que vous avez la main? Je ne crois pas. Allez hop, on se concentre sur les leviers qu'on peut actionner, quoi. Moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas. Ça m'évite de tourner en rond dans mon petit bocal. Maintenant, c'est toujours facile à dire. On est tous pareils. Il y a des fois, il faut se faire violence. C'est une vraie discipline. Il faut faire l'effort. Mais sur quoi ai-je la main? Je vais agir sur ça. Ouais. Temps mort? Mi-temps? Ah non, c'est fini. Ok, merci à toutes et à tous. Merci. Et au plaisir de vous voir sur le stand si vous avez un peu de temps.